Ok. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 30 octobre 2020 et voici les titres. Confiné, résigné et plutôt optimiste. En ce premier jour de confinement, nous sommes allés à votre rencontre. Comment vivez-vous ce reconfinement? Réponse dans ce journal avec les habitants, commerçants et élus de Cruseilles en Haute-Savoie. Et puis au printemps, de nombreux Français confinés avaient renoncé à poursuivre leurs soins, mais repousser un dépistage, par exemple, peut avoir de graves conséquences. En ce mois d'octobre rose, focus sur le dépistage du cancer du sein. Moins de 15 jours après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, la France a de nouveau été frappée par une attaque terroriste. 3 personnes ont été tuées dans la basilique Notre-Dame à Nice par un homme armé d'un couteau. Le parquet antiterroriste a été saisi dès hier. Une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste. L'attaque a donc visé un lieu de culte. Pour en parler, nous sommes en ligne ce soir avec Bilal Soyak du Conseil du culte musulman en Savoie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous de nous avoir permis de nous exprimer ce soir. Tout d'abord, quelle est votre réaction face à ce drame ? Bien sûr, nous sommes comme tous les Français de France choqués et déçus. Nous condamnons totalement ce qui s'est passé de la façon la plus ferme possible et nous allons tout mettre en œuvre pour combattre ce genre d'action sur le territoire français afin de pouvoir garder l'union de la nation. Est-ce que vous craignez que les amalgames se multiplient après ces 2 attentats en l'espace de 15 jours ? Oui, bien sûr que nous craignons et nous avons, je pense, des raisons de l'avoir, car déjà depuis quelques jours, nous recevons énormément de messages qui tombent sur Internet. Malheureusement, beaucoup d'amis nous envoient des textos diffusés par des membres, je ne sais de qui disent qu'ils vont passer à l'action, qu'ils vont attaquer des mosquées, que ça va pas être que deux, trois morts, mais ça va être plus. Donc l'autre lui demande de supprimer le message. Donc ça commence à devenir inquiétant. Il faut absolument que nous revenons à la base, nous revenons à la source pour restabiliser tout le monde, qu'il y a un message de paix qui revienne, une fraternité. C'est le message que nous avons essayé de donner également, ce message de fraternité avec M. Bruno Michaud à la catholique que nous avons au diocèse de Chambéry, à la cathédrale, nous lui avons rendu visite. Nous faisons un travail tous ensemble depuis des années sur le bassin chambérien et c'est pour cela que nous l'avons rendu visite d'ailleurs pour lui dire toutes nos condoléances et à toute la nation. Et je pense qu'il faut absolument ne pas faire d'amalgame. Il faut absolument que tout le monde reste calme. Il faut qu'il y ait un message de paix qui revienne rapidement. Et puis j'ajoute qu'en signe de deuil et de solidarité avec les familles des victimes et les catholiques de France, le Conseil du culte musulman a annulé toutes les festivités commémorant la naissance du prophète, des festivités qui devaient avoir lieu ce week-end. Oui, donc c'est vrai que ça tombait pile avec la Toussaint et c'était la naissance de notre prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui. Et nous devions célébrer cela vendredi, samedi, dimanche. Et donc nous avons demandé à toutes les mosquées de la Savoie de ne faire aucune festivité pour soutenir justement tous nos concitoyens français et montrer qu'on est tous ensemble unis, que nous sommes tous touchés et que nous allons pas lâcher. Et que nous allons continuer à combattre nous aussi le terrorisme comme il est fait dans toutes nos mosquées. Merci beaucoup Bilal Soyak du Conseil du culte musulman en Savoie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, bonne soirée. Et puis, Bilal Soyak l'a dit, les catholiques s'apprêtent à célébrer la Toussaint dans ce contexte d'attentats et de reconfinement. Est-ce que les célébrations vont pouvoir avoir lieu normalement? C'est une question à laquelle a tenté de répondre Aude Frappin. À Notre-Dame de Mian, à quelques heures de la première messe qui marquera le début du week-end de la Toussaint, l'heure est aux préparatifs.
Malgré la crise sanitaire et le plan d'urgence attentat renforcé, les lieux de culte pourront rester ouverts pour le week-end de la Toussaint. Car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre. Un soulagement pour le père Auffray qui rendra un hommage particulier aux victimes des attentats de Nice. Je crois qu'avant d'être confinés et de repartir chacun chez soi, eh bien, nous avons besoin aussi de ce temps de prière, de ce temps d'assemblée, de réunion, de communion ensemble pour fêter cette grande fête de l'Église. Avec les attentats, etc., eh bien, le Covid aussi, la Covid, eh bien, nous serons obligés de pouvoir prier pour tous ceux qui sont dans la détresse, voilà, et que nous puissions aussi peut-être être des artisans de paix plutôt que des diviseurs. Gros soulagement aussi du côté des fleuristes qui s'activent pour livrer leurs commandes de fleurs auprès des cimetières. Grâce à une attestation, ils pourront rester ouverts jusqu'à dimanche. C'est le cas notamment de Jean-Michel, fleuriste dans le centre-ville d'Annecy. On a beaucoup travaillé pour avancer au maximum, pour être sûr de pouvoir embellir les tombes en temps et en heure. Et ce matin, ça a été de la dernière minute et dernière préparation. Là, on en est à la troisième camionnette qui s'en va pour les cimetières. Il y en a encore une tout à l'heure, mais maintenant c'est plus cool, quoi. On est surtout soulagés d'avoir pu travailler. Parce que une fermeture jeudi soir à 19h, c'était catastrophique pour nous. Pour ce fleuriste, les fêtes de la Toussaint représentent une partie importante de son chiffre d'affaires. C'est 3 gros samedis. Parce que c'est tellement aléatoire selon le temps, selon le week-end, à quel jour ça tombe. Donc là, c'est un dimanche cette année. C'est un dimanche de couvre-feu, on va dire. Donc heureusement, ils vont pouvoir aller quand même sur les cimetières. Les cimetières restent ouverts. C'est une fête qui est sereine et qui est importante pour beaucoup de personnes. Malgré le reconfinement et le renforcement alerte attentat, les Français pourront tout de même se recueillir sur les tombes de leurs défunts et assister aux cérémonies religieuses. L'équipe de 8 Mont-Blanc reste bien sûr mobilisée pendant ce confinement, ce reconfinement pour vous informer. Et nous avons décidé pendant ce reconfinement, ces prochaines semaines qui s'annoncent si particulières, d'aller à votre rencontre. Nous y sommes allés dès ce matin du côté de Cruseilles. C'est un reportage de Marine Schneider. La ville de Cruseilles s'éveille et tout semble normal. C'est le premier jour du reconfinement et les commerces de proximité sont ouverts. Les habitants, eux, viennent faire leurs courses quotidiennes, résignés à l'idée de se confiner, encore une fois. Il fallait s'y attendre et puis... Bon, en étant retraité, ça va. Ça ne change pas énormément de choses dans notre organisation de la semaine, on va dire. Maintenant, reste la question de le fait que les enfants soient ensemble, est-ce qu'il y a des risques ou pas, et on reste un peu toujours sur ces questions-là. Plus maintenant les enfants de plus de 6 ans qui portent des masques, donc ça que c'est un petit peu nouveau. Je ne vois pas un gros changement. Moi je vais aller travailler sur Suisse en plus, donc j'ai le droit à une attestation, donc ça va me permettre de sortir normalement. Par contre, ma femme travaille à la maison, c'est beaucoup plus compliqué, elle est commerçante et du coup c'est un coup dur quand même. Boulangerie, bureaux de tabac et commerces alimentaires restent ouverts. En revanche, les commerces non essentiels doivent garder leurs portes closes. Exception pour cette fleuriste qui baissera le rideau après la Toussaint. Elle compte bien maintenir son activité malgré tout. On va commencer les livraisons à domicile et les drives, surtout en vendant des fleurs de France qui ont été cultivées dans le Var et les plantes locales. Donc continuer tout pendant les 4 semaines de confinement et mettre en place Noël et faire du rangement. L'activité ne s'arrête pas. En face, le caviste restera ouvert pendant toute la durée du confinement. Un soulagement pour lui puisqu'il vient de reprendre ce magasin il y a tout juste 1 mois à Cruseilles. Il compte sur le soutien des habitants et de la commune. J'aimerais pas être le décisionnaire. Je pense que c'est compliqué, soit la voie économique, soit la voie sanitaire. C'est vraiment dur. Voilà, on va faire avec, on va espérer que tout le monde joue le jeu pour que ça passe au plus vite et c'est sûr qu'on espère tous avoir une vie normale le plus rapidement possible. On a lancé un appel à chacun pour qu'il nous dise s'il restait ouvert, s'il mettait en place de la vente en ligne ou de la vente à l'emporter ou des livraisons à domicile. Donc chacun nous répond et on répertorie tout ça sur notre site pour que les habitants de Cruseilles puissent consulter cette liste et avoir des renseignements plus précis. La mairie assurera la continuité des services publics. Elle a mis en place un numéro d'urgence pour apporter de l'aide aux personnes fragiles.
Le préfet de Haute-Savoie a tenu il y a quelques minutes une conférence de presse. Il a notamment donné les derniers chiffres concernant l'épidémie dans le département. Je vous propose de l'écouter au micro de Fanette de Buisson. Sur la situation sanitaire, vous dire qu'elle continue à être très mauvaise. Quelques chiffres, vous commencez à connaître ces indicateurs. Le taux d'incidence que je n'ai plus à vous présenter, qui mesure, enfin je vous le présente quand même, qui rapporte le nombre de personnes détectées positives par rapport à une tranche de 100 000 habitants. Il y a une semaine, quand on s'est vu, il était de 339. Aujourd'hui, il est de 769. Donc, on a pris 430 points en une semaine. Au niveau régional, ce taux est de 744, donc on est supérieur au taux d'incidence régionale. C'est à signaler parce que pendant longtemps, nous avons fait partie des départements qui ont tiré ce taux vers le bas. Désormais, nous faisons partie des 3-4 départements de la région qui tirent ce taux vers le haut. Ce taux régional de 744 fait que la région Auvergne-Rhône-Alpes est en tête dans les premières régions au niveau national, puisque le taux moyen national est de 415. Deuxième taux qui est préoccupant, qui ne cesse lui aussi d'augmenter, puisqu'il a dû prendre à peu près autant de points en une semaine, c'est le taux d'incidence des plus de 65 ans. Il est de 636. Il n'est que de 343 au niveau régional. Là aussi, on a un delta de l'ordre de 300 points avec le niveau national. Le taux de positivité, donc le nombre de personnes constatées positives lors des tests, il est à 29%, il était à 18% il y a une semaine. On a pris 11 points. Il est à 27% au régional, donc on est au-dessus, et il est à 19% au national, donc on est 10 points au-dessus du national. J'ajoute une information pratique du côté d'Annecy. Le tribunal indique qu'il accueillera le public uniquement sur rendez-vous à partir de lundi. Les rendez-vous sont à prendre par téléphone ou par mail, bien sûr, avant de vous déplacer. À Annecy, toujours, les laboratoires d'analyse saturent et les files d'attente s'allongent. Pour améliorer les conditions d'accueil et favoriser ce dépistage, la ville met donc plusieurs locaux à disposition des laboratoires. De nouveaux centres de dépistage éphémères vont ainsi ouvrir leurs portes dans l'espace Cap Peria à Sénaux, dans l'ex-cuisine centrale située dans le quartier de Novelle, toujours à Annecy, et dans l'ancienne crèche de la Souris Verte à Annecy-le-Vieux. La mairie de Chambéry a apporté quelques précisions ce matin sur les nouvelles règles de ce confinement. Elle a notamment indiqué que la rentrée des classes aurait lieu à 10h ce lundi. Les enfants recevront 2 masques, un en tissu et un chirurgical, a précisé la première adjointe au maire Aurélie Lemeur. Autre précision, les visites dans les EHPAD sont maintenues sur rendez-vous. Enfin, le stationnement en surface reste payant dans la ville car la situation n'est pas tout à fait la même qu'au printemps. Il faut assurer la rotation des voitures des gens qui travaillent, a expliqué Thierry Repentin, le maire de la ville. Et c'est aussi un bad run pour les casinos. Comme tous les autres commerces qui n'ont pas une vocation essentielle ou alimentaire, ils resteront fermés pendant le confinement. Le casino d'Aix-les-Bains accuse le coût financièrement. Son directeur estime que les mesures sanitaires mises en place dans l'établissement étaient efficaces. Il regrette de ne pas pouvoir ouvrir au moins quelques heures par jour. Aude Frappin et Lorena Bordiec l'ont rencontré, on l'écoute. C'est la consternation, l'obligation de mettre les employés au chômage partiel, l'arrêt total de l'activité et de nos activités satellites comme le théâtre, le restaurant par exemple, qui réduit ses horaires aussi, le bar à vin, le nightclub qui est déjà fermé depuis quelques temps. On perd entre 6 et 7 millions d'euros à peu près. Voilà. Et c'est des pertes aussi pour l'État, puisque l'État prélève 54% sur notre produit des jeux. Et puis beaucoup de pertes pour la ville d'Aix-les-Bains aussi, puisqu'elle elle est directement touchée par cette fermeture également. Donc tout le monde perd, quoi. Bon, on l'avait pas compris quand on était un petit peu décalé par rapport aux autres commerces, c'est-à-dire que pouvaient ouvrir de 6h à 21h, et nous on était obligés de fermer pendant ces horaires-là. On aurait pu avoir une partie de l'exploitation, puisqu'on ouvre de 9h à 4h du matin, de 9h du matin
Donc on aurait pu quand même exploiter l'après-midi. L'oubli n'est pas passé inaperçu. Mercredi soir, dans son allocution aux Français, Emmanuel Macron n'a pas fait allusion au monde du sport. Et pourtant, si les sportifs professionnels sont pour le moment épargnés, le niveau amateur est concerné par le confinement. Pour beaucoup d'associations, l'arrêt des compétitions est symbole de grosses difficultés à venir. Reportage de Sébastien Germain. Ce sont des images qui appartiennent au passé et qu'on ne devrait pas revoir avant au moins 4 semaines. Avec le reconfinement, le sport amateur est à l'arrêt. En Savoie-Mont-Blanc, de très nombreux clubs sont concernés par cette décision. C'est notamment le cas des Chevaliers du Lac d'Annecy, qui évoluent en Division 2, le 3e échelon du hockey français. Alors que le premier confinement en mars dernier était intervenu en fin de saison, cette nouvelle coupure arrive alors que les échéances avaient à peine débuté. Et les conséquences pour ce type de structure pourraient être dramatiques. Il y a beaucoup de clubs qui ne vont pas s'en remettre et peut-être nous, on va tout faire pour pas y arriver. On pilote un peu à vue aujourd'hui, au jour le jour, à la semaine. C'est le travail qu'on a fait depuis 2 ans, c'était qu'on assainisse les comptes du club d'Annecy Hockey. Ce qui est sûr et certain, c'est que chaque année, il y a un club qui tombe. Chaque année, il y a un dépôt de bilan dans le hockey. Aujourd'hui, c'est toute l'entité du club annécien qui est en jachère. Du hockey mineur à l'équipe Fagnon, les semaines qui viennent s'annoncent donc déterminantes pour la suite, sportivement et économiquement parlant. Là, on a été coupé dans notre élan. Et là, oui, ça fait peur. C'est comment on va redémarrer. Est-ce qu'on garde nos joueurs? Est-ce que nos recrues vont rester sur Annecy? Comment on fait pour tenir les appartements, les joueurs, les salaires ou quoi que ce soit? Parce que pour l'instant, encore une fois, la fédération n'a pas annulé le championnat, mais suspendu. Donc pour l'instant, les frais, ils y sont. À 25 km de là, à Rumilly, le constat est presque le même pour Frédéric Moine, président du rugby club Savoie-Rumilly. Alors qu'elle a annoncé la suspension des championnats amateurs jusqu'en janvier prochain, la Fédération française de rugby n'a toujours pas pris de décision concernant le national et la Fédérale 1, division dans laquelle évolue le club haut-savoyard. 2 scénarios sont possibles, soit la saison continuera très certainement à huis clos, soit elle sera suspendue. Il faut savoir qu'en Fédéral 1, on a les contraintes du professionnalisme, puisqu'un joueur a un contrat fédéral. Un contrat fédéral, c'est un contrat de travail, donc notre joueur serait au chômage. Donc difficile de maintenir une activité quand on est au chômage, on le sait tous. Et si on s'occupe d'une association, c'est pour vivre ses mamans, avec les spectateurs, communier entre le sportif, les spectateurs, les bénévoles, les jeunes, les enfants qui font la haie d'honneur, les éducateurs. C'est tout ça un club, c'est tout ça qui fait la vie d'un club et qui fait l'engouement et la force d'un club. En particulier comme Rumilly, parce qu'à Rumilly, on sait l'engouement qu'on peut avoir dans les gradins. Et en attendant de savoir si le championnat continue, les joueurs ont encore la possibilité de venir au centre d'entraînement dans ce contexte particulier. J'ai récupéré ce matin le contrat de travail pour prouver qu'on a bel et bien un travail, même si c'est dans le sport, dans le rugby. Ensuite, j'ai rempli l'attestation. Pour le moment, on a toujours le droit de s'entraîner. Donc on va en profiter au maximum, puis le jour où ça s'arrête, on redeviendra comme tout le monde, confiné. À Rumilly, le partenariat privé représente 850 000 € sur un budget total d'1,2 million d'euros. L'avenir financier à court terme n'est donc pas menacé. La Fédération française de rugby devrait se prononcer en début de semaine prochaine. Le chantier de la Ravine devrait être terminé dans les temps. Il est situé sur la seule route d'accès à la station du Pradly pendant l'hiver. Les ouvriers pourront continuer à travailler au mois de novembre malgré cette deuxième période de confinement. Leur objectif, rouvrir la route à partir du 4 décembre. Une galerie de 150 mètres est en cours d'installation pour protéger les conducteurs des éboulements. Lorena Bordiac et Aude Frappin ont rencontré le chef des travaux. On l'écoute. Ça fait depuis le mois de mai qu'on travaille dans les conditions du Covid avec un masque obligatoire qu'on change 4 fois par jour. Donc au jour d'aujourd'hui, on a tous les moyens nécessaires qui nous permettent de poursuivre le chantier dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de raison de changer. On va rester sur la même stratégie et la même manière de travailler. Alors oui, les matériaux, notamment les armatures, proviennent d'Italie. Donc on connaît le contexte sanitaire en Italie suite au premier épisode de Covid. Donc on a eu effectivement des retards sur les livraisons d'armatures par rapport à ceci. Aujourd'hui, on ne maîtrise malheureusement pas ces éléments. Donc pour la finition des travaux de 2020, on sait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc les travaux de 2020 ne seront pas impactés. Par contre, pour 2021, au jour d'aujourd'hui, on ne maîtrise pas suffisamment la situation. On va voir son évolution et on adaptera le chantier en conséquence. L'hôpital d'Annecy lance un appel à candidature exceptionnelle pour recruter du personnel, médecins, soignants, mais aussi équipes de nettoyage. Tous les bras sont nécessaires pour faire face à cette seconde vague. Les informations pour ceux qui souhaitent postuler sont à retrouver sur le site ch-annecygenevois.fr.
Et les médecins libéraux, eux, appellent à ne pas renoncer aux soins pendant ce confinement. Les retards de prise en charge peuvent avoir des conséquences dramatiques. C'est le cas notamment pour les cancers. Et justement, chaque semaine, 750 femmes sont examinées en Haute-Savoie dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein. Mis en place il y a 16 ans, il permet un dépistage pris en charge à 100% tous les 2 ans pour les femmes âgées de 50 à 74 ans. L'impact sur les chances de survie en cas de dépistage précoce est réel. Reportage de Fanette de Buisson. Donc je vous laisse bien relâcher vos 2 bras le long du corps. J'approche votre syndrome félin. À 50 ans tout juste, cette patiente a reçu son invitation et participe à son premier dépistage organisé. Ces examens seront vus par 2 radiologues. Première étape, la mammographie. Rapide, inconfortable, elle ne doit pas être douloureuse. 4 clichés sont réalisés. On fait toujours des clichés de face, donc à droite et à gauche. Et on fait toujours aussi des clichés donc en oblique. Dans les minutes qui suivent, le radiologue de la patiente inspecte les clichés. C'est la première lecture. S'ensuit un examen clinique. Cette patiente avait senti une grosseur il y a quelques semaines. Elle peut être rassurée. Le cancer du sein ne donne aucun symptôme. Avec ce système, on admet qu'on réduit la mortalité par cancer du sein d'au moins 30%, car on dépiste des tumeurs plus petites, à des stades précoces, sans extension ganglionnaire. Ce qui accessoirement aussi a une grande importance, c'est-à-dire que ce sont des patientes qui n'auront pas besoin de chimiothérapie, qui pourront conserver leur sein. En cas d'anomalie détectée lors de ce premier examen, la patiente est tout de suite prise en charge. Lorsque la radio ne montre rien, elle est envoyée au centre de dépistage. Toutes les mammographies du département cheminent ici. 2 fois par semaine, les sacs sont vidés, triés, les radios préparées pour la seconde lecture. Et la comparaison, c'est un élément essentiel pour une femme de garder ses mammographies pour pouvoir voir. Si on prend l'exemple de cette patiente, elle avait une petite tache ici. 2 ans après, nous la retrouvons là, même plutôt plus atténuée. Pas besoin de faire de clichés complémentaires, juste la comparaison nous permet de dire que cette image existait et qu'il n'y a rien besoin de faire plus. 8 radiologues dans le département ont été certifiés second lecteur, des experts qui comptent au moins 2500 mammographies dans leur parcours. Le deuxième lecteur, par son expérience, par son œil avisé, va pouvoir indiquer une zone qui est douteuse. Et il y a des mammographies très faciles à lire, puis il y a des mammographies très difficiles à lire. Et la plupart du temps, d'ailleurs, nous, quand on dit qu'il y a une image douteuse à un endroit, on recommence tout un bilan, et la plupart du temps, heureusement, il n'y a rien. Mais voilà, dans un département comme la Haute-Savoie, je crois qu'on trouve 250 cancers par an dans le programme du dépistage. Dans une quinzaine de cas, le deuxième lecteur, parce qu'il a pointé une image du doigt, on va retrouver un cancer. Comme de nombreuses activités médicales, le dépistage a été impacté par le premier confinement. Les examens qui étaient des examens réguliers ont été déprogrammés. Donc oui, clairement, on a une baisse de l'ordre de 30% si on prend toute l'année 2020. Le bon espacement, on sait que pour la mammo, dans ces tranches d'âge, c'est 2 ans. Certes, on a un petit souci avec le Covid en ce moment, mais ne négligez pas pour autant votre examen de dépistage. S'il est dépisté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. Et une bonne nouvelle dans cette actualité parfois morose, l'épisode de sécheresse est terminé en Savoie. Les restrictions sur l'usage de l'eau sont ainsi levées. Pendant ce confinement, vous pourrez donc laver votre voiture librement. Par exemple, le préfet appelle tout de même à une utilisation raisonnée de l'eau. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez la météo et puis un nouveau tête-à-tête. J'ai eu le plaisir de rencontrer Catherine Vullier, alpiniste qui a gravi l'Everest l'année dernière. Je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc. Bonne soirée.